Salut les enfants, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo acquisition spéciale série TV. Cette vidéo sera découpée en deux parties parce que vous me connaissez, j'adore blablater sans fin. Donc voilà, pour éviter de vous faire une vidéo qui dure 8 ans et demi, vous aurez deux vidéos qui durent 4 ans. Voilà, et c'est parti, première partie de cette vidéo acquisition série TV. Top générique. Allez, c'est parti, on va commencer avec Creepshow saison 2. Alors, Creepshow saison 2, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, pour ceux qui me suivent assidûment. J'avais fait une vidéo sur la saison 1. Et vous vous doutez bien que si du coup j'ai pas fait de vidéo sur la saison 2, c'est que forcément je l'ai trouvé moins bien ou j'ai pas eu le temps. Mais c'est plutôt la première option, malheureusement. J'ai pas trouvé que cette saison 2 était mauvaise, si tu veux. Mais j'ai juste trouvé qu'elle était moins bien, clairement. Il y a des épisodes qui font le taf, je pense notamment à l'épisode sur les vampires qui fonctionne énormément, parce qu'il est très drôle, vraiment, il est traité de façon assez inattendue. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Il y a aussi l'épisode avec le motel où il y a Ali Larter qui passe une tête, donc la célèbre Nikki Sanders et Tracy Strauss de Heroes. J'adore cette actrice vraiment, et on la voit plus d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle devient? SOS, disparition, où est Ali Larter? Donc elle passe une tête en tout cas dans un épisode et c'est très plaisant de la revoir. Mais sinon c'est tout. Hormis quelques guests effectivement qui sont sympas, je trouve les histoires franchement chiantes. Là où on faisait du faible budget un véritable atout dans la saison 1, là le faible budget est simplement un faible budget qui se voit à l'écran. Et en plus il n'y a pas le scénario qui suit, donc c'est assez problématique pour moi. La saison 1, on était vraiment dans l'esprit du Creepshow. Là, on perd un petit peu l'esprit. C'est juste une petite série qui se repose sur ses lauriers. Et à mon sens, c'est assez problématique parce que pour l'instant, les lauriers ne sont pas spécialement excellemment bien posés avec la saison 1. Ils étaient juste posés gentiment. J'ai quand même hâte de voir la saison 3. La saison 2 n'est pas désastreuse. Elle est juste moins bonne. Et pas assez bonne pour que j'en fasse une vidéo sur ma chaîne, honnêtement. Donc voilà. En plus, il y a un épisode qui n'a même pas été fait en VF, je ne sais pas pourquoi. Alors oui, je vous vois déjà arriver. C'est mieux de regarder les séries en VO, peut-être. Mais moi, c'est le genre de série que j'aime regarder en VF. Et quand j'achète un coffret VF à 30 balles pour 8 épisodes, j'avoue que ça me fait un peu yesh, qu'il n'y ait pas tous les épisodes en VF. Donc voilà. Il y a aussi un épisode qui va faire un lien avec la saga Evil Dead. Cet épisode-là est pas mal, mais clairement, je comprends pas, on n'a pas été au bout du truc. C'est à peu près comme ça que j'ai résumé cette saison 2 de Creepshow. Ça fait un peu shit. Toutes les histoires sont sympas, mais voilà, tu restes à chaque fois sur ta faim. On enchaîne avec Skins saison 7. Alors, pour ceux qui connaissent la série Skins, ou plutôt pour ceux qui ne la connaissent pas, je rappelle ce que c'est Skins. Alors, on va suivre une génération d'adolescents pendant 2 saisons. Ensuite, on va passer à une autre génération d'adolescents pendant 2 autres saisons, et ainsi de suite. Donc on a eu la première génération saison 1 et 2, la deuxième génération saison 3 et 4, et la troisième génération d'adolescents saison 5 et 6. Je vous ferai un jour une vidéo sur mon top des générations, parce que là aussi, je pense qu'il y a matière à faire débat et à en parler. Chaque génération aura quand même eu, entre guillemets, ses hauts, ses bas et ses particularités bien spécifiques. Puis ils ont eu l'idée, saugrenue ou pas, de faire une saison 7 en fait, où ça allait être 3 épisodes de 1h30, qui allaient revenir en gros sur 3 personnages majeurs des 2 premières générations. Alors l'idée est très bonne sur le papier, même si j'avoue que ça m'agace un petit peu encore une fois que la 3e génération soit un petit peu le vilain petit canard. Je pense qu'on aurait pu aussi prendre un personnage de la 3e génération et lui offrir un téléfilm d'1h30. Mais bon, voilà, la 3e génération visiblement n'a pas assez marché pour qu'on l'inclue dans cette saison 7. Donc du coup, on va prendre 3 personnages emblématiques des 4 premières saisons et on va du coup montrer ce qu'ils sont devenus pendant 1h30. Donc on va avoir le personnage de Cassie, donc Cassie probablement le personnage le plus connu de l'univers Skins. On va avoir le personnage de Effie et le personnage de Cook. Donc voilà. Du coup ces 3 persos, on va voir ce qu'ils sont devenus, ça va être sympa, on va garder l'esprit de la série Skins. Je trouve que le téléfilm sur Cassie est le plus intéressant. Celui sur Effie est assez sympathique mais assez chiant, et celui sur Cook en soi il est beaucoup trop poussif. Là vraiment on reprend tous les mauvais codes de la série qu'il y avait pour moi dans la 2e génération. Donc voilà, ça se regarde, c'est un espèce de petit bonus entre guillemets qui a été offert après la fin de la série. Voilà, un petit bonbon, un petit bonus, un petit cadeau pour les fans. Donc c'est assez sympa pour tous ceux qui sont fans de la série de le voir du coup. On peut clairement ne pas le regarder, ça va pas changer grand chose.
Mais voilà, c'est un petit bonus qui est pour les fans et qui est très sympathique. Ça se regarde, c'est pas ouf, mais c'est intéressant quand même. Et si on est fan de la série, ben, on peut qu'apprécier. Donc voilà, Skins saison 7. On continue avec du rétro, Le Caméléon, les téléfilms. Alors, Le Caméléon, les téléfilms, je l'ai trouvé à 4 € et on est sur un coffret original, c'est-à-dire le premier coffret qui a été édité. Donc voilà, une espèce de dépliant assez intéressant. Du coup, alors les téléfilms, en fait, c'est ce qui va clôturer la série Le Caméléon. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu 4 saisons et ensuite il devait y avoir 6 téléfilms parce qu'après la 4e saison, la série a été rachetée par une autre chaîne qui devait produire 6 téléfilms ayant pour but de conclure la série. Malheureusement, après l'échec de diffusion du premier téléfilm, ils ont aussitôt dit stop, vous arrêtez de tourner parce qu'on ne va pas diffuser les autres parce que ça n'a pas marché. Du coup, ils venaient de clôturer le tournage du deuxième téléfilm et du coup, il n'y a pas eu de suite. Ce qui fait qu'au final, les 2 téléfilms n'apportent en fin de compte aucune conclusion. Je dirais même mieux, ils soulèvent encore plus de questions qu'à la fin du dernier épisode de la 4e et dernière saison. Ce qui est assez cocasse pour le coup quand on y pense. Donc voilà, il devait y avoir 6 téléfilms, au final il n'y en a eu que 2, on sent bien que c'est quelque chose qui avait été écrit pour continuer. Mais du coup, ouais, ça fait pchit. Et c'est vraiment dommage parce que le deuxième téléfilm dans l'antre du diable est vraiment fou. Il y a plein de choses mythologiques vraiment qui ont été mises en place. On tombe un petit peu dans le surnaturel et je trouve ça assez bien foutu, vraiment. Et on a envie de voir la suite, Et je pense que même aujourd'hui, on pourrait refaire une suite, entre guillemets, avec un Jarod qui a bien vieilli et une Miss Parker qui a bien vieilli aussi. Mais ce serait intéressant de faire une suite et surtout une fin à cette série parce qu'elle le mérite amplement. Donc le Caméléon, les téléfilms, c'est pas forcément indispensable étant donné que, encore une fois, ça termine la série avec encore plus de questions que dans l'essai la saison 4. Mais si vraiment on est fan du Caméléon, les téléfilms sont à voir, surtout le deuxième. Le premier, il y a un aspect un peu plus lunaire, c'est épisode indépendant. Donc voilà. Et en bonus, en plus, il y a un téléfilm donc avec Michael Tom West, donc le Caméléon. Il y a un téléfilm avec lui où on te dit le premier grand rôle de Michael Tom West après l'arrêt de la série. Bon, les gars, on va pas se mentir, hein, c'est un téléfilm, donc c'est pas son premier grand rôle. Hein. Il a fait comme les copains après l'arrêt de la série, il a rien fait, et du coup, il a tourné dans des téléfilms. Donc voilà, c'est un petit bonus, entre guillemets, mais un bonus inutile. Hein. Donc voilà, Caméléon, téléfilm. On enchaîne avec Wayward Pines, saison 1 et 2. Je trouve ce coffret absolument magnifique. Voilà. Alors, Wayward Pines, c'est une série qui, je sais, divise beaucoup. Donc, c'est une série qui a été faite par M. Night Shyamalan, donc Le Sixième Sens, Signe, Incassable, tout ça. Et cette série, alors, j'ai regardé la saison 1 avec mon ami parce qu'il m'avait dit ouais, mon cœur, faut que tu regardes cette série, c'est sûr tu vas adorer, je te connais. Alors, j'ai regardé la saison 1, effectivement. J'ai beaucoup aimé, malgré que j'ai trouvé un scénario assez téléphoné quand même tout du long. C'est du vu et revu, mais malgré tout, c'est bien réalisé, c'est rondement bien mené, même si tu te doutes de l'issue. C'est tellement bien réalisé, tellement bien mené, qu'il en arrive quand même à te surprendre par moments. Et le final, même s'il est à mon sens décevant, voilà, ça se termine quand même plutôt bien parce que, encore une fois, il y a une belle réal et il y a quand même 2-3 petites surprises en termes de révélation. On a ce fameux épisode du milieu de la saison 1 qui va plus ou moins être un épisode charnière dans la série. Et voilà. Et du coup, la saison 1 est scindée en 2 parties. Première partie un peu chiante, on va pas se mentir, et deuxième partie où il y a tout qui se passe. Donc au final, la saison 1 m'avait laissé un goût de très bonne petite série fantastique, mais pas non plus la série de l'année qui va tout révolutionner. Puis mon ami, enfin mon mec, m'a dit il y a eu la saison 2, mais j'ai pas voulu la voir parce que tout le monde l'a défoncée, elle s'y paraît, elle est nulle, machin. Du coup, je lui ai dit bon, du coup, je vais pas la regarder, je préfère m'arrêter à la fin de la saison 1 qui était une fin à mon sens ouverte, mais qui pouvait conclure. J'ai dit je préfère m'arrêter là, du coup. Puis quand même, ça m'a taraudé, j'ai dit attends, la saison 2 quand même, j'ai bien envie de me faire mon avis, c'est pas parce que tout le monde dit que c'est nul, que ça allait forcément. Puis du coup, je me suis acheté le coffret et je me suis fait la saison 2. Et là, mais franchement, je n'ai pas compris. La saison 2, pour moi, est nettement supérieure à la saison 1, les gars. Et si vous avez vu cette série, dites-le moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 2. Parce que franchement, j'ai trouvé la saison 2 totalement dans la prise de risque. Alors certes, les enjeux mettent du temps à s'installer, mais franchement, une fois qu'ils sont installés, c'est totalement dingue. Alors oui, le début de la saison, c'est assez chiant, c'est assez long, mais je pense que ça soulève des questions aussi qui étaient importantes, auxquelles on n'a pas spécialement répondu. Comment ils font pour manger ?
comment ils font pour se chauffer. Je veux dire, c'est tout ça, mine de rien, dans la saison 1, on te le dit pas trop. Donc, je trouve ça intéressant que le début de la saison 2 t'apporte les réponses à ces questions-là, qui certes sont des questions assez inintéressantes sur le papier, mais auxquelles, mine de rien, ben ouais, il faut avoir la réponse, parce que sinon la série n'a plus de cohérence. J'aime le traitement qui va être fait aux anciens personnages de la saison 1, parce qu'il faut savoir que la saison 2 a été tournée plus d'un an après la saison 1, donc forcément il y a plein de personnages de la saison 1 qui n'ont pas voulu revenir, et qui malgré tout vont accepter de passer une tête, donc voilà. Le traitement qui va être fait pour certains, sans spoiler, est hyper intéressant, je trouve, et surtout, excusez-moi du terme, couillu. Donc la saison 2, je l'ai trouvée nettement supérieure, et puis on a cette montée d'adrénaline, entre guillemets, ultra crescendo, à partir de l'épisode 6 à peu près, pour ce final qui est totalement dingue. Le final de la saison 2, qui du coup est le series final, pour moi je le trouve totalement fou. Et on est sur une fin, je trouve, apocalyptiquement extraordinaire. Vraiment. Elle est très poétique la fin de cette série, mais c'est incroyable. C'est l'être humain dans toute sa splendeur. J'ai énormément de choses à dire et c'est à peu près certain qu'un jour je vous ferai une vidéo critique de l'intégralité de cette série parce que voilà, ou peut-être même une vidéo que sur la saison 2 parce que je trouve qu'il y a énormément de choses à en dire, mais il serait grand temps de la réhabiliter cette saison 2 parce que elle prend le risque d'avoir un scénario qui est beaucoup moins téléphoné, qui est beaucoup moins vu et revu, et du coup forcément oui ça se gamelle par moments, mais au moins il y a une prise de risque, au moins il y a des choses qu'on tente, qui fonctionnent qu'à moitié mais qui ont le mérite d'exister, comparé à cette saison 1 qui est très bien réalisée et qui fonctionne, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prise de risque. Donc franchement, Wayward Pines, j'ai adoré, surtout la saison 2, et je ne comprends pas que cette saison 2 soit autant décriée. Si vous l'avez vu et que vous ne l'avez pas aimé, franchement, faites-moi plaisir, re-regardez-la et venez me dire après votre avis, parce que franchement, j'aimerais vraiment échanger avec vous sur cette saison 2, pour ceux qui l'ont vu. Donc voilà, c'était Wayward Pines. On enchaîne avec les 4400 saison 2 et les 4400 saison 3. Alors, les 4400, j'avais déjà le 4400, 3-4, j'avais déjà le coffret de la saison 1. Et si tu veux, il me manquait les autres, mais j'avais dit je les achèterai quand je les trouverai pas chers dans des magasins de cash, parce que clairement, c'est pas une série où j'ai envie de payer 20 balles le coffret, quoi. Donc du coup, petit à petit, je me les prends. Il me manquera la saison 4, qui est quand même la plus dure à trouver, parce qu'elle est la dernière et qu'elle n'avait pas trop marché. Du coup, voilà, je me suis un petit peu refait le début de cette série. C'est vrai que j'avais oublié que les premières saisons étaient assez... pas inintéressante, mais voilà, c'est tranquillou bilou, quoi. Je veux dire, ça s'installe, vraiment, ça prend le temps de s'installer. Il y a quand même pas mal de looners, alors qu'on est sur une série où où les saisons comportent entre 10 et 13 épisodes. Du coup, foutre des looners, je trouve ça un peu moyen, quoi. Mais voilà, il y a quand même une atmosphère qui est assez onirique dans cette série, et je trouve que du coup, pour ça fonctionne. On accroche au personnage. Mention à la petite Maya, que j'adore vraiment plus que tout. Et donc voilà, petit à petit, je poursuis la collection. Il me manque plus que la saison 4. Et malgré tout, voilà, j'ai toujours aimé le tournant qu'a pris cette série à partir de la saison 3. Un tournant beaucoup plus, entre guillemets, fantastique, beaucoup plus révolutionne. Pour ceux qui ont vu la série, vous comprendrez. Et voilà. Le côté, effectivement, voilà, révolution, le côté beaucoup plus politique à partir de la saison 3, je trouve, rehausse tout ça. Je sais qu'il y a eu un reboot il n'y a pas longtemps, j'ai pas envie de le voir, et c'est comme ça, ne m'en parlez pas s'il vous plaît. Ça a l'air d'être une belle bousasse, et là-dessus, franchement, je pense que je me trompe pas. Donc voilà, on enchaîne. Ça, c'est du gros coffret. Will and Grace, intégrale donc de la série, saison 1 à 8. Donc il n'y a pas les saisons 9 et 10, vu que la série, je vous rappelle, a été ramenée à la vie pour 2 saisons supplémentaires. Alors je crois que les coffrets existent avec la VF, mais c'est des coffrets étrangers, sûrement allemands, avec la piste VF en bonus, enfin tout comme ça. Mais les coffrets des saisons 9 et 10 n'ont pas été édités en France. J'arrête de batailler, moi, si tu veux, maintenant, à un moment donné. Les éditeurs qui ne sortent les séries qu'à moitié, c'est juste insupportable. J'attends toujours les 7 dernières saisons de Dallas, enfin bref, et j'attends toujours les 6 saisons manquantes de Beverly Hills 90-210. Bref, ça c'était petite parenthèse. Je vous ferai aussi un jour une vidéo sur toutes ces séries qui n'ont pas été éditées en France ou qui ont commencé à être éditées et dont on attend désespérément la suite. Bref, revenons sur Will and Grace. Donc une sitcom absolument culte des années 90, vraiment. C'était la première sitcom à, entre guillemets, parler aussi ouvertement de l'homosexualité et avec autant d'humour, de second degré, de dérision. Pareil pour le personnage Karen, je crois qu'elle s'appelle,
qui est alcoolique, hein, clairement. C'est une alcoolique assumée, alcoolique notoire. Je veux dire, cette série, pour ça, on adore. Je veux dire, ça repousse certaines limites qui, à l'époque, n'avaient jamais été repoussées et qui, entre guillemets, n'avaient même pas été traitées, tout simplement. Et donc, je trouve, voilà, c'est une sitcom qui aura marqué sa génération et qui, quand elle se revoit même aujourd'hui, mais on se rend compte quand même qu'elle a un vrai cachet, elle a un vrai truc. C'est, pour moi, il y a eu un avant, un après Will and Grace. La série n'a jamais trop trouvé son public en France et c'est bien dommage. Il y a eu beaucoup de guests qui ont joué dans cette série, notamment Britney Spears, Free Britney, ah non, pardon. Et du coup, voilà. Je trouve qu'on est vraiment sur une des sitcoms les plus réussies des années 90 et pour moi, ouais, elle est clairement dans le top 3 des meilleures sitcoms des années 90. Bon, désolé, mais Une Nounou d'Enfer pour moi est détrônable. Indétrônable. Lapsus. Non, voilà, Will and Grace, ça fait un moment que je le voulais et franchement, je ne m'en lasserai jamais. Je trouve qu'il n'y a aucune saison qui est moins bonne que les autres, franchement. C'est une série qui a su s'arrêter à temps. Le final, il est très bien. Il n'est pas exceptionnel. On n'a pas cherché à faire un truc de fou. C'est juste une bonne fin qui a été foutue en l'air par la suite. Mais bon, c'est pas grave. Et je préfère du coup, moi, m'arrêter à cette saison 8 plutôt que de regarder les 2 dernières saisons qui ont foutu en l'air la superbe fin de la saison 8. Donc voilà, Will and Grace, si vous ne l'avez pas vu, franchement, c'est une sitcom à voir et même à revoir parce que vous verrez qu'elle n'a pas pris une ride et que vraiment, il y a des codes qui fonctionnent énormément, même encore aujourd'hui. Et elle a créé quelque chose qui n'a jamais spécialement été repris par la suite. Et c'est bien dommage. On continue avec Californication. Californication, saison 1. Saison 1, saison 2, saison 3 et saison 4. Saison 3, que vous pouvez le voir, j'ai payé 50 centimes. Hein. Vraiment, c'était donné. Donc, alors, Californication, je précise que je n'ai jamais vu, mais je suis un grand fan de Nip Tuck. Et du coup, c'est mon mec qui m'a dit ouais, franchement, t'as les 2 premières saisons pour 6 € et après, j'ai trouvé quelques jours après les saisons 3 et 4 pour 1,50 € les deux. Donc, il m'a dit tu serais bien bête de ne pas les prendre. Il me dit je suis sûr que tu vas adorer, toi qui adores Nip Tuck, même les dernières saisons, toi qui adores Nip Tuck, tu vas adorer Californication, c'est sûr. Du coup, je n'ai pas eu le temps de commencer cette série. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir le temps de la commencer parce que je pense que je vais accrocher avec l'univers qui a l'air quand même assez acide de la série, assez trash et je pense vraiment que ça va me plaire. Donc Californication, je t'avoue que j'ai assez hâte de m'y mettre et du coup j'ai déjà les 4 premières saisons. Donc clairement il y a moyen que je m'y mette rapido du coup parce que j'en ai à voir quoi, avant d'acheter les saisons suivantes. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Vu que je ne l'ai pas vu, si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. On va terminer avec de la série pour, je dirais pas pour enfants vraiment, parce qu'il y a un vrai public adulte pour ça, donc les Power Rangers RPM. Alors, comme vous le savez, je suis fan des Sentai en tout genre, surtout des Power Rangers. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur mes 5 saisons des Power Rangers préférées que je t'invite à découvrir si tu ne l'as pas vu et que ça t'intéresse. Power Rangers RPM, c'est une saison que je voulais absolument depuis un petit moment, mais qui était galère à trouver. Et que du coup j'ai enfin trouvé, donc je l'ai acheté. Alors il y a 2 coffrets différents, du coup je suis malheureusement tombé sur celui qui est le plus moche des 2. Il y en a un autre qui est tout noir, très sombre, très stylisé. Et celui-là, il est un peu, enfin on dirait le drapeau gay quoi si tu veux, il y a plein de couleurs, c'est bizarre. Et voilà, je comprends pas pourquoi mettre plein de couleurs sur ce coffret, ça fait bizarre avec l'ambiance de la saison quoi, je sais pas. Et du coup RPM en fait c'est probablement la saison la plus sombre et la plus adulte des Power Rangers qu'il y a eu à ce jour. Je rappelle quand même que l'histoire, en gros, c'est qu'il y a une espèce de dôme, un petit peu comme dans Under the Dome. Et sous ce dôme vivent les derniers bastions de l'humanité, clairement. L'humanité entière a été détruite par un virus informatique. Donc il y a un petit côté un petit peu Terminator, un petit peu Under the Dome, et c'est quand même la base de cette saison des Power Rangers. Quoi. Tu te dis, c'est totalement fou de... Enfin, c'est une saison où il va y avoir des morts, hein, je veux dire, donc ouais, c'est une saison qui est très adulte. Après, on sait qu'elle a été énormément censurée, cette saison, je tiens à le préciser. Et c'est bien dommage par rapport au Sentai original. Le Sentai, je rappelle que c'est la série japonaise originale dont on va reprendre les images, ou en tout cas dont on va reprendre les idées principales pour faire ensuite la version américaine, qui est généralement plus ou moins la même, à quelques petits changements près. Sauf que là, il y a eu des gros changements parce que le Sentai original, il était très violent, et du coup, ils ont voulu faire un truc beaucoup plus édulcoré, mais qui, malgré tout, reste très adulte, vraiment. Et si tu es fan des Power Rangers, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette saison. Je sais qu'elle divise beaucoup parce qu'il y en a du coup qui disent que c'est trop adulte, on retrouve pas l'ambiance entre guillemets adolescentesque des Power Rangers et que du coup c'est pour ça qu'ils n'ont pas aimé.
Moi, c'est clairement pas ma préférée du coup à cause de ça parce qu'elle est trop différente des autres. Mais elle a quand même un truc que les autres n'ont pas. Et rien que pour ça, j'étais obligé de la voir. Et parce que c'est vrai que quand j'ai envie de voir les Power Rangers, mais que je suis dans un mood un peu plus mélancolique, tout ça, mais c'est forcément vers cette saison-là que je vais me diriger. Donc voilà, Power Rangers RPM, la saison la plus mature de la série. Et quelque chose me dit qu'ils en referont pas parce que la saison avait un petit peu bidé et qu'elle a eu beaucoup de critiques assez négatives, notamment des associations de parents. Donc voilà. C'est la fin de cette première partie. Je te dis rendez-vous très bientôt pour la deuxième partie. En attendant, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de mes acquisitions DVD séries que je t'ai présentées. N'hésite pas à me dire si tu les as vues, si tu aimes, si tu n'aimes pas, si tu es d'accord, pas d'accord avec moi. Bref, je veux tout savoir. N'hésite pas à liker si tu as aimé. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'hésite pas à critiquer. Parce que critiquer, c'est bien. Mais en version originale, c'est toujours mieux. Allez, salut!